Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de répondre à l'appel du gouvernement pour la présente conférence de presse. Je vais faire un propos liminaire après lequel vous aurez droit à la parole et vos préoccupations seront prises en compte par le ministre de la Justice, le ministre de la Communication et accessoirement par moi-même si besoin. La présente conférence de presse vise à faire les clarifications nécessaires relativement à des images qui circulent sur les réseaux sociaux et faisant état de fraude lors du scrutin présidentiel de dimanche 11 avril dernier. Les images en question montrent dans un bureau de vote des agents électoraux estampillant plusieurs bulletins de vote. Dans les cas de ces images, il s'observe que les personnes en cause ont bien conscience qu'elles étaient filmées, qu'elles n'ont rien fait pour empêcher cela, ni pour cacher leur visage. Sur les images, on perçoit même la présence d'un observateur de la CEDEAO. L'auteur était donc conscient que son fait serait consigné dans les rapports, d'où il convient de se demander si le but était réellement de frauder ou plutôt de discréditer le processus électoral. En effet, nous savons qu'après avoir échoué dans leur projet de déstabilisation du pays, puis échoué à empêcher la tenue du scrutin, certains acteurs politiques ont entrepris de le discréditer en organisant soit la défection d'agents électoraux que la Sénat a tôt fait de remplacer pour assurer la tenue du scrutin dans les localités concernées. Les images qui circulent montrent qu'ils ont aussi entrepris d'autres agents en vue de commettre les actes qui entachent la transparence et la sincérité du scrutin, sans oublier que dans certaines localités, leur plan consistait à tenter de récupérer des fiches de dépouillement pour les détruire. À l'évidence, tous les moyens ont donc été utilisés pour essayer de saboter le processus. La lecture combinée de tous ces éléments appelle la conclusion que ces agissements, heureusement isolés, sont si ostentatoires et grotesques qu'il est clair pour nous qu'un acte de fraude ne peut s'organiser de façon aussi flagrante. Nous sommes plutôt en présence d'une opération montée de toutes pièces pour tenter de jeter du discrédit sur le processus. Vous noterez, mesdames et messieurs, qu'au regard des circonstances de leur commission, ces actes n'ont manifestement pas pour objectif de faire du bien à leurs bénéficiaires supposés, mais bien plutôt de nuire au processus. Nous les dénonçons donc avec vigueur. Ils feront l'objet d'enquêtes appropriées et leurs auteurs répondront devant la justice. Je crois que vous devez le noter avec moi qu'il s'agit de faits suffisamment graves et qui violent les dispositions du code électoral et que nul ne peut être admis à trafiquer, à altérer ou à manipuler les bulletins de vote. Ces faits donc constituent des infractions. Nous avons le sentiment que c'est fait à dessein, parce qu'il a dit tout à l'heure, M. Nwedi, quelqu'un qui entreprend de frauder, quelqu'un qui entreprend de manipuler le vote ou les résultats du vote et qui se laisse filmer ostensiblement, ne le fait pas pour les résultats du vote, mais le fait plutôt pour la communication et pour l'image. Quoi qu'il en soit, que nous soyons en présence de fraude effective ou de simulation de fraude, ce qui s'est passé est suffisamment grave pour ne pas être sanctionné. J'ai déjà instruit les procureurs territorialement compétents pour faire ouvrir immédiatement des enquêtes à l'effet de savoir les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, ces images ont été enregistrées pour être diffusées par la suite. Et s'il est établi que
il y a eu des fraudes ou que nous avons vu dans les images, ont simulé ces bourrages d'urnes pour discréditer le processus électoral en cours. Toutes ces personnes-là feront l'objet de poursuites. Elles seront donc déférées devant les parquets et traduites devant les tribunaux. Elles seront jugées et punies conformément aux dispositions de la loi. Cet acte est évidemment la conséquence des appels au boycott et au sabotage, lancés certes par des compatriotes, mais qui ont démontré qu'ils sont définitivement les ennemis de la démocratie. Et ce n'est qu'un épisode après que l'on ait coupé les routes, que l'on ait fait manifester des mineurs, que l'on ait sorti des manifestants pacifiques avec des armes à la main, y compris des armes de guerre, après que l'on ait saccagé les édifices publics. Nous devrions prendre de la hauteur lorsque nous constatons que le sabotage est allé jusque dans les bureaux de vote, et ce n'est pas étonnant quand on a réussi à faire déserter un juge. Donc, c'est manifestement et incontestablement imputable à ceux qui, bien que récalés, ont dit que le processus électoral n'aura pas lieu. Notre pays est sauf. Notre gouvernement a organisé les élections et a tenu à ce que ces élections soient apaisées, transparentes. Il n'y a que les oiseaux de mauvais augure qui se sont illustrés par les différents actes que j'ai énumérés, qui portent la responsabilité, l'entière responsabilité de ce petit jeu qui, fort heureusement, n'entache pas la crédibilité du scrutin. L'objectif des réformes opérées, de la réforme du système partisan, n'est pas d'être populaire, comme le président de la République a d'ailleurs fait le choix de l'impopularité. L'objectif, c'est de rendre efficace un système en léthargie, un système dont l'échec est patent et reconnu par la totalité des acteurs politiques. Et l'efficacité de cette réforme est consacrée déjà par le fait que beaucoup de partis, beaucoup de chefs de partis s'y soient conformés, puis ceux qui étaient réticents, les retardataires je les appelle, ont emboîté le pas et qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que la classe politique dans son intégralité est acquise à l'idée des grands ensembles, à l'idée de la rationalisation. Dans ces conditions, il est superfétatoire d'attendre un seuil, un taux de participation pour savoir si la réforme du système partisan a été pertinente ou pas. Nous sommes dans l'ultime épreuve, c'est-à-dire l'élection présidentielle, puisque nous avons connu des élections législatives, nous avons connu des élections municipales. L'acte 3, c'est l'élection présidentielle qui a eu lieu dans un format rénové, un format auquel ont participé les vrais acteurs politiques, c'est-à-dire les acteurs de la mouvance et les acteurs de l'opposition. Évidemment que dans ce processus, les terroristes n'ont pas leur place. Évidemment que dans ce mécanisme, on n'a pas prévu des sabotages, des actes de vandalisme, des appels à l'insurrection et d'autres manœuvres qui démontrent la limite des acteurs politiques, auteurs de ces actes que nous condamnons, qui sont contraires à la démocratie qu'ils réclament. Il n'y a pas de dialogue avec les terroristes, il n'y a pas de dialogue avec les ennemis de la République. Quand ceux de nos compatriotes qui sont aujourd'hui égarés auraient pris le bon chemin, comme avant eux d'autres l'ont fait, je ne citerai pas de nom, en ce moment le dialogue sera possible. Mais le gouvernement de Patrice Talon ne dialoguera pas avec les terroristes, avec les ennemis de la démocratie, à qui cette démocratie et cet état de droit ont vocation à s'imposer. Merci. Ce que nous faisons en ce moment, c'est de permettre aux unités de police judiciaire de retrouver d'abord les commanditaires des actes de terrorisme qui ont été accomplis. Ensuite, les auteurs de ces actes et leurs complices, avant que nous puissions savoir
qui a fait quoi et établir, comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, établir donc le bilan des arrestations. Nous sommes peut-être qu'au début et les unités de police judiciaire sont à pied d'œuvre, ainsi que d'ailleurs la commission d'instruction de la Criette qui reçoivent le dossier des personnes qui sont arrêtées. Il y en a qui sont arrêtées et peut-être que parmi ces personnes-là, elles ne sont pas toutes impliquées dans les actes de terrorisme. Ce sera établi lorsque la Criette, soit dans sa forme d'instruction ou dans sa composition de jugement, aura arrêté donc la liste des personnes impliquées dans ces actes de financement ainsi que de réalisation, d'accomplissement des actes de terrorisme. Alors, vous avez voulu également savoir pourquoi est-ce qu'il a tenté de... Il a répondu. Pourquoi le gouvernement ne discute pas avec l'opposition qui demande des assises nationales? Le président de la République a fait une réponse très claire. Il ne vous échappe pas que après les législatives de 2019, ou même avant les législatives de 2019, le président de la République avait fait une ouverture et demandé à la classe politique tout entière de proposer les réformes qui permettent d'organiser un scrutin apaisé et transparent. Nous savons ce qui s'est passé par la suite parce que ceux qui étaient les tenants de la ligne dure ou de l'opposition dite radicale, ce sont eux qui ont fait défection alors qu'on était à un pas, à un doigt d'un accord politique. Il ne vous échappe pas non plus que le président de la République a initié un dialogue politique au terme duquel des recommandations ont été formulées et qui ont débouché sur un certain nombre de réformes législatives portées par l'Assemblée nationale. Mais il y avait certains de nos compatriotes qui étaient restés dans leur position, dans leur posture initiale, qui voulaient rien entendre, mais plutôt chercher à découdre. Le résultat est là. Nous avons vu quelle était leur tendance ou quelle était leur vision, en tout cas, de la démocratie, de la construction de ce pays, du développement de ce pays. C'était l'anarchie et le désordre. Ils ont commencé par le semer. La question donc d'assises nationales n'est qu'un subterfuge ou de la poudre aux yeux pour ceux qui auront la naïveté de croire que ces personnes ont été habitées ou sont habitées par des intentions nobles. En réalité, ils sont habités par un dessein de destruction, d'arriération de notre pays ou carrément de mettre tout le pays à genoux. Je crois qu'il n'y a pas de dialogue possible avec cette catégorie de citoyens manifestement en rupture de banc. Vous avez posé une dernière question, celle de savoir si le terrorisme tel que nous le vivons ici est la même chose que ce qui se passe ailleurs. Un vol est un vol, qu'il soit perpétré à Moscou ou à Washington. Donc, la notion de terrorisme, ce n'est pas un néologisme, ce n'est pas une invention du cru des Béninois qui a été insérée au code pénal. Tout acte de terrorisme est tout acte de terreur, ou qui vise, ou tout acte de violence, de brutalité, qui est destiné à terroriser les populations et contraindre un régime, un gouvernement, à faire ou à ne pas faire ce qu'il doit faire. Et c'est exactement ce qui se passe. Nous sommes en présence d'actes terroristes. Ceux qui, par des actes de violence, disent vouloir empêcher la tenue d'une élection. Ceux qui, par des actes de violence, empêchent les électeurs d'aller voter. Ceux qui, par des actes de violence, détruisent les urnes. Ils sont dans la même logique que ceux qui, parce qu'ils souhaitent ou parce qu'ils demandent quelque chose qui ne peut pas être obtenu ou parce qu'on ne peut pas faire droit à leur demande, il faut donc qu'ils forcent la main, qu'ils posent des actes pour terroriser et amener de force donc le gouvernement à réagir. Je crois que le terrorisme a le même visage partout, a les mêmes desseins, c'est des desseins de destruction, de terreur et de peur. Ils recevront donc les mêmes châtiments que ce qui se fait par ailleurs. Le gouvernement prendra toutes les dispositions pour faire régner l'ordre public. Parce que bloquer les axes est une violation des droits et libertés fondamentales des autres.
c'est empêcher les autres de circuler. Il appartient au gouvernement de prendre toutes les dispositions utiles pour permettre l'exercice par tous les citoyens de leurs droits. Et ceux qu'ils font se mettent en travers de la loi. Mais il n'y a qu'une institution pour nous fixer sur le taux de participation à une élection. Nous ne pouvons pas nous fier aux pronostics des organisations dites de la société civile. Nous ne pouvons pas nous fier aux estimations des uns et des autres. Nous devons nous tenir tranquilles, jusqu'à ce que la Commission électorale nationale autonome proclame les grandes tendances et nous situe, nous fixe sur le taux de participation qui est un enjeu important, je le comprends, et surtout sur les scores des uns et des autres dans cette élection qui a eu lieu et qui est déjà un grand succès pour notre démocratie, un grand succès pour notre pays. Le ministre vous l'a dit, il y a un organe qui est indiqué quand il y a eu élection pour dire quelles sont les tendances sorties des urnes. Vous voyez, ça ferait une belle pagaille si chacun se mettait à dire « nous avons tel taux, tel taux, tel taux ». Ce qu'on peut vous certifier à l'heure où on parle, parce que nous avons eu pour le duo Talon-Talata une cellule qui a fait la centralisation. Je peux vous certifier que les chiffres annoncés par la société civile n'ont aucun rapport avec la réalité qui a été observée dimanche. Le taux de participation le plus faible a été vraisemblablement obtenu dans Cotonou, mais je peux vous dire qu'il est même supérieur au taux national indiqué par la société civile. Pour le reste, patientons que la Sénat, dans les heures qui arrivent, nous fixe, et ce ne sont que les chiffres de la Sénat qui feront autorité, devant lesquels chacun va s'incliner. Et je vais rappeler que lorsqu'en 2019, la Sénat a publié les chiffres de la participation communale, non, aux législatives, et les a situés autour de 29% à l'époque, personne n'a contesté, pas même le gouvernement. Lorsqu'il y a un an, pour les communales, la même Sénat a situé les chiffres de la participation communale aux environs de 50%, personne n'a contesté, davantage pas le gouvernement. Et les chiffres qui seront annoncés à l'occasion de cette présidentielle, le gouvernement, parce que ce n'est pas son rôle de dire combien de personnes sont sorties, prendra acte de ces chiffres-là. Et le plus important, c'est que la République soit debout, c'est que nous ayons vaincu les mauvais démons de la division, de la haine et de la violence, et que notre pays puisse continuer résolument sa marche vers le développement.